Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Isabelle Regnault, qui est coach professionnelle. Vous allez entendre sa jolie voix tout au long de cet épisode. Salut Isabelle. Bonjour Florence, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh ben avec plaisir. Écoute, moi j'ai 52 ans aujourd'hui et j'ai un parcours de 20 ans dans le secteur sanitaire et médico-social. J'ai notamment dirigé des établissements médico-sociaux pendant une bonne dizaine d'années et en 2018, on va dire que le toujours faire plus avec moins avait atteint les limites de ma créativité. Alors j'ai quitté, j'ai réfléchi à la suite et voilà, le coaching est arrivé et je me suis formée donc en 2018-2019 au coaching. J'ai monté simultanément mon entreprise, une activité d'indépendante. Et donc voilà, maintenant mon entreprise a 5 ans d'existence. Ok. Auprès de qui tu interviens? C'est quoi ton public de prédilection? Alors, il n'y a pas de public de prédilection, il n'y a pas non plus de thématique de prédilection dans ma manière d'être coach. Je pars globalement du principe que ce qui vient à moi, je peux l'accompagner et je peux être pertinente sur ce qui arrive. Donc, ça va d'établissements publics à des grandes entreprises du CAC 40, des petites PME aussi dans ma région. Donc c'est peut-être aussi ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est de rester en ouverture de toutes sortes de secteurs et je me rends compte, même je travaille dans l'industrie du luxe aussi, je me rends compte que voilà, finalement, cette diversité, elle est très féconde pour moi. Ok, donc même si tu as un parcours donc oui, médico-social, enfin de structure médico-sociale, finalement, quand tu as commencé, ça n'a pas été forcément la niche que tu as choisie ou naturellement on t'a été sollicité sur ces structures-là. Ça a été direct, enfin, un peu de tout de suite ou... Un peu de tout de suite et tu es bien placé pour le savoir, mais le secteur sanitaire et médico-social, c'est justement un univers qui peut être assez enfermant. Il n'y a pas qui s'autosuffit à lui-même, il n'y a pas d'ouverture sur d'autres mondes. Et effectivement, j'aurais pu être enfermée un peu dans cet univers-là, mais ça s'est pas produit, ça s'est pas produit comme ça. Il y a eu quelques opportunités, et puis après, c'est le bouche à oreille, ça circule. Et tu me dit, ah bah tiens, je pense à quelqu'un, et voilà. Et donc ça en termes de secteur, et puis aussi ce que j'observe maintenant avec les 5 ans de recul, c'est qu'au début, j'ai eu beaucoup de coaching individuel, même ça m'étonnait. Et puis aujourd'hui, je suis plus sollicitée sur du coaching d'équipe. Donc, ce mouvement-là aussi, moi, je prends la forme qu'il faut avec ce qui arrive. J'aime beaucoup cette flexibilité, cette malléabilité euh, avec ce qui vient à moi. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de coaching d'équipe que de coaching individuel, par D'accord. exemple. Et dans ta formation, quel souvenir tu en gardes de cette formation quand tu as commencé à te former, pardon, même tout le long de ton parcours de formation, quel souvenir tu en as de cette période-là? Euh, je- Alors moi, je me suis formée à HEC Paris. Et la philosophie un peu de cette école de coaching, c'est de ne pas s'enfermer dans tel ou tel courant et de nous ouvrir à tous les champs du possible. Et puis après, à nous, ensuite, d'approfondir telle ou telle chose qui nous aurait plus parlé par la suite. Donc moi, j'ai aimé cette ouverture. J'en garde le souvenir d'un parcours transformant
à titre individuel. Et c'est quand même une exigence quand on est coach de travailler sur soi. Donc ça a commencé vraiment à ce moment-là. Et, euh, et aussi, j'ai un souvenir vraiment ému parce que je retourne dans cette école, je suis membre des jurys maintenant de certification des coachs. Donc, une ou deux fois par an, je vais sur ces sessions de certification. Et à chaque fois, oui, c'est une belle émotion. À chaque fois que je retourne dans les lieux, c'était un lieu qui était très sécurisant et très riche aussi sur ces aspects, voilà, de qu'est-ce que ça vient toucher en soi et comment on bouge tout au long du parcours. Et puis après, il y a plusieurs personnes de ma promotion qui aujourd'hui sont dans ma vie, avec qui je travaille. C'est aussi l'histoire de rencontre, une école de coaching. Mm. Et donc, une fois que tu as été certifié, tu as créé ton entreprise tout de suite ou alors tu l'as créée même déjà pendant ta formation? Comment ça s'est passé? Je l'ai créé 2 mois après le début de la formation. Et Mm. donc, tu commençais à coacher, tu commençais à travailler en tant que coach pendant ta formation? Oui, et puis c'est une exigence souvent dans beaucoup d'écoles de coaching. On a des missions d'entraînement. Donc ça a commencé, oui, ça a commencé très vite. Coaché très rapidement. Mm. Et comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Parce qu'après, effectivement, donc, il y a eu le bouche à oreille qu'on peut imaginer là au bout de 5 ans, effectivement, mais au tout début, comment tu as fait pour, si en plus tu n'as pas travaillé forcément dans le domaine dans lequel tu venais, sanitaire et social, comment tu as fait pour du coup te faire connaître, trouver ouais, tes premiers clients? Là, pour le coup, je suis allée dans mon secteur Mm. pour coacher une directrice sur la mission d'entraînement pour coacher une directrice du secteur médico-social parce que ça me rassurait beaucoup de connaître ses problématiques, son environnement. Et en même temps, je me suis tout de suite rendu compte que ça ne m'était pas favorable pour être une coach pertinente parce que évidemment j'avais envie d'apporter des solutions. J'avais vécu ces situations à elle, et cetera. Bon, je suis restée dans le cadre quand même du coaching, mais ça venait me titiller très souvent et du coup, ça a un peu gêné mon accompagnement. Et puis, quasi simultanément, j'ai coaché un chef d'entreprise qui était en fait le frère d'une amie qui avait des problématiques à ce moment-là. Voilà, ça a été mes deux premiers coachings et puis après ça a démarré. Mm. Donc ça a démarré tout de suite fort ou ça a pris un petit peu de temps? Comment ça s'est Ça a, développé d- ton activité? ça a démarré tout de suite assez fort en 2019. Et puis, il y a eu vraiment un arrêt assez net en 2020 qui a été un peu anxiogène pour moi. Et puis finalement, bon, en 2021, c'est vraiment bien reparti. Mais c'est vrai que la période Covid sur une activité naissante, c'était pas forcément facile. Et c'est une activité aussi qui exige quand même du présentiel. Oui, on peut coacher en visio, etc. Moi, ça correspond pas à mon énergie, à ma manière d'être en relation et d'être à la vie. Donc voilà, je trouve que ça atteint vite ses limites. En individuel, bon, soit, quelques séances, mais en collectif, non. Non. Et là, donc tu dis que tu coaches beaucoup d'équipes. Donc les entreprises te contactent directement pour te solliciter? Oui, alors c'est ou en direct, mais je suis quand même sous-traitée par différents organismes. J'ai plusieurs outils, notamment Process Communication Model, c'est des tests de personnalité et on travaille beaucoup la cohésion d'équipe avec cet outil. Et je suis consultante pour la maison mère de cet outil, par exemple. Donc les demandes peuvent émaner d'eux. Je suis aussi consultante pour une grosse fédération dans le secteur médico-social. Eux aussi m'envoient sur du coaching d'équipe ou de la formation et ou de la formation. En fait, mon activité, c'est assez classique, c'est un triptyque classique. Il y a une partie coaching, coaching individuel, coaching d'équipe, une partie formation et
et je forme sur la formation, je forme sur le champ des soft skills, des compétences comportementales. Et le troisième volet de ce triptyque, c'est du conseil. Donc, et le conseil, je le fais dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, je navigue entre ces trois espaces qu'on rencontre assez fréquemment chez les coachs. Et la question que je me posais, c'est les clients, ils arrivent bien à comprendre et à identifier ces différentes casquettes? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. D'accord. Donc, Je pense que ça commence à être à être assez clair. Après, c'est sûr que quand je fais de la formation, euh, je le fais quand même avec l'énergie du coach. C'est-à-dire que je fais énormément participer les personnes qui sont présentes. Je les invite à réfléchir par eux-mêmes. C'est très expérientiel, je les mets beaucoup en sous-groupe, etc. Non, je vais faire ça avec, voilà, avec une teinte particulière, celle du coach, mais ça reste une commande pour de la formation avec des apports didactiques. Voilà. Et dans ton activité, c'est à peu près, ça représente combien de pourcentage d'activité, par exemple, ton activité de coaching parmi ces trois activités? Je dirais c'est 50% de coaching, 30 de formation, 20 de conseils. D'accord. Mais c'est fluctuant. C'est fluctuant. Peut-être en 2019, au démarrage, il y avait beaucoup de formation, un peu moins de coaching. Voilà. Hmm. Mais je suis coach, je me définis comme ça et c'est plutôt ces missions-là que je vais aller rechercher. D'accord. Et donc, dans ton activité de coaching, c'est quoi les principales problématiques des personnes qui les amènent à se faire coacher, que tu observes le plus là ces derniers temps? Bah, ouais, c'est des problématiques assez classiques sur gestion du stress, rapport au temps, des problématiques autour des émotions. Moi, je rencontre beaucoup, beaucoup ces thématiques-là. Tout ça, ça va être des coachings individuels sur du coaching d'équipe. Alors, où il y a vraiment des conflits dans l'équipe. Même j'ai été appelée une fois sur une situation de grève. Les personnes de cette structure menaçaient de se mettre en grève. Donc, la situation a été quand même assez dégradée. Voilà, ou donc grève, conflit, ou alors juste un sujet autour de on souhaite mieux communiquer entre nous, gagner en fluidité dans nos relations interpersonnelles et pour nous permettre d'être plus efficaces et performants sur nos cœurs de métier. D'accord. Et là, donc, tu peux intervenir enfin, une journée comme plusieurs séances. Enfin, comment ça s'organise? C'est fluctuant en fonction de la demande? Oui, Mm. oui. Quand il y a des situations dégradées, c'est quand même des équipes que je vais accompagner. Voilà, sur des ateliers de demi-journée pendant plusieurs mois. Quand on cherche juste à améliorer la communication et, euh, et la cohésion d'équipe, etc., ça peut être, oui, un jour ou deux. Ça suffit Mm. ponctuellement. Mm. Quitte à se revoir un an après, éventuellement, à faire un rappel ou voilà, ça dépend du niveau peut-être de dégradation ou de détérioration des relations humaines au sein du groupe. Ah, quand tu interviens sur des demi-journées, sur le long cours, là, ça doit être fou de voir bah, l'évolution de l'équipe, quoi. Oui, c'est riche, mais c'est comme un coaching individuel. Mm. On accompagne la personne sur plusieurs semaines et où l'équipe ou la personne ne se voit pas nécessairement bouger au long de ce coaching. Et le coach le voit, le sait, le sent, le note pour en faire quelque chose aussi à la fin de l'accompagnement. Et donc, on guette ça, on guette le mouvement et la progression par rapport aux objectifs qui ont été fixés initialement. D'accord. C'est très joyeux. Moi, ça me procure beaucoup de joie de voir une équipe ou un individu bouger, Et c- bouger, progresser, euh, presque
presque parfois un peu malgré lui ou ou sans s'en rendre compte. Mm. Et c'est ça, toi, dans ton activité de coach, c'est justement, t'es à la recherche de ça, de cette joie, c'est ça qui te fait vibrer, de voir les gens justement se transformer. Oui, alors déjà, moi, j'aime être, j'aime être en relation aux autres. Je suis fascinée par les histoires de vie, les récits qui courent sur la vie des gens, de leur enfance à leur job aujourd'hui, à leur situation de vie aujourd'hui. Donc, je suis fascinée par ça. À chaque fois, c'est nouveau. Même un même individu, bon, on va le rencontrer, je sais pas, au mois de janvier, on le rencontre au mois de février, tout a changé. Le récit a changé, le récit a bougé déjà, parce qu'il a vécu des événements, parce que il a fait des liens, des connexions, et donc à chaque fois, c'est nouveau. C'est impossible, dès lors que l'on sait écouter, qu'on a de la curiosité humaine et relationnelle, euh, c'est extrêmement dynamique. C'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement. Même parfois un mot, quelques mots, et tout le récit a changé. Tout la manière dont la personne se raconte a été modifiée. Et ça, ça demande de la curiosité. Faut avoir de l'intérêt pour ça. Et oui, moi, ça me met en joie. Ça me met en joie. Parce que rien n'est jamais acté dans le marbre. C'est le jusqu'à présent de Schutz, n'est-ce pas? De l'élément humain. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Et si la minute d'après, le jour d'après, c'était différent, ça ressemblerait à quoi? Et tu m'as parlé en off de la pratique narrative. Est-ce Oui, que tu utilises, toi, c'est ça, tu es certifié aussi oui, à cet outil? C'est un outil. Est-ce que tu peux nous oui. en parler Alors un c'est petit pas peu? là pour le coup, c'est pas un outil. Mhm. J'ai plusieurs outils, ProcessCom, la méthode Lego Serious Play, un test aussi qui s'appelle l'EQI sur l'intelligence émotionnelle. Bref, comme tout coach, il y a une mallette d'outils. Et au-dessus de cette mallette d'outils, il y a les pratiques narratives. Les pratiques narratives, c'est plutôt une manière d'être coach qui guide mon accompagnement et mon regard aussi, qui a orienté mon regard d'une manière très singulière. Donc voilà, il y a les outils et il y a le chapeau de mes outils ou de ma pratique que sont les pratiques narratives. Les pratiques narratives, justement, on travaille les récits de vie, les histoires de vie, comment les gens se racontent. Et en coaching ou dans une équipe, on rencontre des histoires, on rencontre beaucoup d'histoires de problèmes. Et donc, le rôle du praticien narratif, c'est déjà d'externaliser le problème. On n'est pas le problème. Il y a nous, notre identité, et puis là, on a, euh, on a un problème sur la route, mais le problème n'est pas nous. Donc, il y a déjà tout un travail d'externalisation du problème. Et puis, on va chercher les fines traces d'une autre histoire. Comment on pourrait se raconter autrement? Et finalement, les récits de vie, le narratif que l'on choisit les uns et les autres, moi, toi, n'importe qui, les histoires que l'on raconte qui courent sur nos vies, où elles enferment, où elles libèrent. Et donc, on aura toujours le choix d'aller chercher son histoire préférée et celle justement qui donne de la puissance et qui libère. Donc, le travail du praticien narratif, c'est d'aller chercher l'exception dans l'histoire dominante, dans l'histoire du problème, c'est d'aller chercher l'exception. Et une exception, une autre exception, on va tisser une histoire alternative qui honore les forces, le beau, le plein, et qui va un peu supplanter l'histoire du problème. Je D'accord. peux donner des exemples si tu veux Mhm. Avec pour plaisir, ouais. éclairer ça.
On peut avoir un sujet autour de moi je suis timide, j'arrive pas à prendre la parole dans un groupe, ça gêne beaucoup, ma posture de manager, voilà, des choses comme ça. Et donc c'est timidité. Alors Madame Timidité en nomme, on trouve un autre nom. Déjà ça c'est un premier pas pour externaliser le problème, on le nomme réellement. Et puis après, on va chercher les fines traces d'une autre histoire avec des questions. Ah bon, mais est-ce que Madame Timidité a toujours été présente dans votre vie? Depuis quand? Euh, à quel moment elle se manifeste? Est-ce que vous avez déjà observé des moments où Madame Timidité s'était absentée? Et ça, c'est la fine trace d'une autre histoire. Et donc, on va tisser, c'est vraiment un métier, c'est très poétique, hein, les pratiques narratives, c'est un métier de tisserand, avec l'exception. Ah oui, bah là, justement, il y avait un repas de famille, et puis on était 50, et j'avais préparé un discours. J'avais préparé un discours, Madame Timidité n'était pas venue avec moi pendant ce week-end. Mhm. Et devant toute la famille, voilà, j'ai pu honorer les grands-parents, ainsi de suite. Et là, on tisse une histoire alternative avec, OK, qui c'est ça de vous? On va chercher, la relation, le témoin de cette action. Alors là, pour le coup, le repas de famille, il y avait 50 personnes, il y avait beaucoup de témoins. Parfois, il peut y avoir qu'un seul témoin. Ah oui, bah là, je m'étais positionnée très fortement. Mon enfant était présent, ma fille, mon fils était présent. Ah, il pourrait témoigner de ça. Et donc, ça ancre l'exception. Et puis, on circule comme ça, c'est comme un triangle à l'intérieur, on tisse des fils. Il y a le paysage, on parle de paysage, le paysage de l'action. Donc, l'action, c'est avoir pris la parole à ce repas de famille. Qui c'est ça de toi? Eh bien, ça, c'est le paysage des relations. Et puis après, on va vers le paysage de l'identité. Vous voyez, il y a une autre histoire. Il n'y a pas que la timidité. Et on tisse et on tisse. Ah bon, est-ce que ça s'est produit une autre fois? Ah bah oui, enfant, moi je prenais le lead avec mes cousins. Je prenais le lead avec mes cousins, j'avais toujours des idées folles et puis j'étais très entreprenante. On allait faire des expéditions sur les rochers, au bord de la mer, etc. Et donc, ah bah alors Madame Timidité n'était pas là. Ah non, non, elle n'était pas du tout là pendant les vacances. Au contraire, j'étais très courageuse, très présente et voilà, hop, on a une autre action. Qui c'est ça de vous, les cousins, etc. On circule comme ça. Et on crée une autre histoire. Et on se rend compte que finalement, sur chaque expérience de vie, il y a toujours une multitude de récits possibles. Moi, j'avais un sujet, quand je me suis formée, bien sûr, on travaille sur soi comme toujours. Moi, j'avais un sujet autour du déménagement, du fait que j'ai régulièrement besoin de changer de lieu de ville aussi et de lieu de vie. Et puis, j'ai compté tous mes déménagements, voilà, j'étais à 17 déménagements. Alors, c'est beaucoup par rapport à d'autres. Et puis, certains m'avaient renvoyé euh, l'image de bon, bah, c'est pas très stable. C'est pas de manière très stable de fonctionner. Bon, alors ça peut devenir une histoire de problème. Mhm. Je suis instable. Et dès qu'on me dit je suis quelque chose, bon, alors ça devient l'identité. Ça devient le problème devient l'identité. Bon, et il y a plein de manières de raconter ça. On peut dire que c'est ma manière d'être vivante, d'avoir prise à la vie, que c'est quelque chose qui me redynamise à chaque fois, me redonne beaucoup d'élan, m'apporte beaucoup de fraîcheur parce que voilà, ce qu'on travaille à l'intériorité d'un lieu de vie, ben, ça va s'épanouir à l'extérieur de mon lieu de vie. Moi, ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. On peut raconter beaucoup d'histoires avec ça. Donc, sur chaque situation, il y a une multitude de récits possibles. Et on est libre de choisir son histoire préférée. Ok, ça permet, enfin l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est que ça permet vraiment de regonfler son estime de soi, quoi, sa confiance en soi, se donner la force de quasiment de se réconcilier avec ça et de se dire, bah finalement,
j'en fais bien ce que je veux en faire et j'en retire que ce que je veux en retirer et puis j'avance avec ça, quoi. Je reste pas bloquée un peu là-dessus, une sorte de rumination sur un problème finalement qui pourrait, euh, qui pourrait bloquer. Exactement. Exactement, c'est offrir un autre chemin. On ne nie pas le problème, hein, mais on va pas le décortiquer non plus que de raison, assez rapidement, avec les fines traces d'une autre histoire, avec ses exceptions. On propose un autre chemin qui honore les qualités, les ressources, le beau, le plein, euh, la lumière qui est en chacun. Donc c'est très joyeux, là, je ramène la Ouais, joie, mais ouais. ça me procure beaucoup de joie, mais je pense que ça en procure aussi beaucoup aux personnes que j'accompagne. Ouais, j'imagine que ça doit être. Puis ouais, le côté un peu, comme tu dis, poétique, ça emmène, euh, Oui, ça emmène vers une jolie histoire, leur histoire de même vie. sur un, une journée avec une équipe, c'est finir. Bon, alors on a travaillé tout ça ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez en faire demain? Mais avant de faire ça, on dit qu'est-ce que vous faites de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien dans votre fonctionnement? C'est toujours honorer le plein. Mm. Il y a toujours des choses qui sont bien faites, même quand la situation est dégradée. Bon, alors oui, aujourd'hui, vous arrivez plus forcément à parler, mais individuellement, voilà, où il y a 3 mois, qu'est-ce qui marchait bien de votre équipe? Qu'est-ce qu'il faut garder de votre collectif? Toujours aller chercher ça. Mm. D'accord. Et tu as des projets sur les mois à venir? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Qu'est-ce qui te donne envie pour la suite? Non, mais de la même manière, alors je suis peut-être pas un exemple pour un jeune coach, je sais pas, mais de la même manière que je laisse les missions un peu arriver à moi. Je suis active aussi parce que j'ai toujours beaucoup de joie à rencontrer une personne nouvelle. Donc, je suis très, très sociable et très ouverte à la relation. Euh, de la même manière que je laisse les missions arriver à moi, je laisse aussi le chemin un peu se faire naturellement. Euh, Peut-être que le sujet, pour moi, j'ai un désir assez fort d'écrire. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais en tout cas, ça parle de mon écologie intérieure, euh, d'avoir plus de temps pour faire du travail en profondeur, par la lecture, par l'écriture, voilà, de peut-être mieux équilibrer euh, vie professionnelle, vie personnelle ou intériorité, extériorité. Voilà. Parce que de fait, c'est un métier où on est à l'extérieur, on est vers les autres, on est en relation. Et comment je reste bien connectée à mon intériorité, à moi, à mon espace, à moi, qui de fait ensuite va servir les personnes accompagnées. Ça circule entre les deux. Hmm. Donc peut-être c'est un peu ça mes réflexions de l'été. Mais moi, je m'enferme pas trop dans il faut, je dois. Voilà. Falloir et devoir, je me méfie énormément de ces mots. Ou en tout cas, le falloir, il faut vraiment l'équilibrer avec l'envie. On peut pas être que dans l'envie, on peut pas être que dans le falloir. Et comment, euh, comment ça circule entre ces deux espaces, je suis assez sensible à ça. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va commencer le coaching enfin, qui va commencer à coacher, à entrer en formation ou à commencer son activité de coach? Est-ce que tu aurais des, des conseils pour débuter? Il y en a tant et tant. J'ai surtout, enfin, voilà, j'ai pas envie justement de dire il faut faire ci ou il faut faire ça parce que c'est à chacun de trouver justement son espace du falloir et de l'envie. Et
Et donc de se connecter, ça c'est vraiment l'énergie du cœur. On ne peut pas être que dans le cérébral et comment cet alignement tête, corps, cœur, euh, il va se faire pour soi-même. Comment ça va bien circuler, être harmonieux. Donc c'est plutôt se faire confiance sur le fait qu'on va trouver son chemin. C'est peut-être ça au début, c'est bien avoir confiance en soi. Travailler son ancrage, cette circulation-là entre le cœur où je situe un peu l'envie, moi, et, et le falloir et le devoir, un peu plus sur l'intellect, peut-être. Donc c'est à chacun de trouver son équilibre là et d'être aussi peut-être en curiosité. En curiosité sur comment ça résonne, les outils en école de formation, en tout cas c'était le postulat euh, de mon école de coaching, de dire, et j'ai trouvé que c'était un bon conseil, de dire comment ça résonne pour vous, comment cet outil ou cet outil vous parle. Voilà, moi, il y en a qui m'ont pas du tout parlé et d'autres énormément. Donc, c'est comme ça qu'on va construire, je pense, son chemin de coach, son identité, même si je trouve que ce mot peut être un peu enfermant. Euh, qu'on va réussir à donner une couleur euh, bien particulière, bien singulière à sa manière d'être coach. Et elle a évolué comment, Isabelle, la coach, d'il y a 5 ans à aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait en 5 ans? Ce serait quoi ce que tu en retires, les moments forts, les évolutions? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé, qui a évolué? De quelle manière Mais, bah, la confiance, Hmm. justement, la confiance parce que on a beau avoir une boîte à outils, coacher, euh, coacher, on est sur de la matière vivante, c'est notre plus grand outil, c'est nous-mêmes. Et du coup, on est sans cesse renvoyé à ça. Euh, Toutes les fois où j'ai surpréparé mon intervention, où j'ai eu du mal à me faire confiance, où il y avait trop de stress, où j'ai trop douté, c'était pas nécessairement des bonnes interventions. Ça s'est pas forcément vu, mais voilà, pour moi le chemin, c'est de dire t'es une bonne coach quand t'es toi-même, quand t'es toi-même. Et il y a pas à se contorsionner, à vouloir on n'est pas là pour faire plaisir aux clients, pour intellectualiser, oui, mais si je fais comme ça ou comme ça, etc. Oui, il y a un temps de la réflexion, il y a un temps de la construction formelle d'une intervention, bien sûr qu'il y a tout ce travail-là. Mais le matin, quand on y va, on est dans sa voiture, on est dans le métro ou quoi ou qu'est-ce, on y va juste avec qui on est. Voilà. Et aujourd'hui, je me connecte beaucoup plus facilement à ça. Et ça me donne beaucoup de liberté, de légèreté et de spontanéité dans l'instant. Être soi-même. Être soi-même. Super. Il y a pas à inventer d'autres personnages. Non, ça fonctionne pas, ça. Ouais, on n'enfile pas son déguisement de coach en allant au Non, travail, quoi. Ouais, non, c'est nous. c'est Super nous. intéressant. Mm. C'est Mm. comme ça que l'énergie va circuler avec un groupe. Je dis avec un groupe parce qu'aujourd'hui, je suis plus en coaching d'équipe, mais c'est aussi comme ça que ça circule juste entre deux personnes. C'est cette authenticité et d'être plein et entier comme on est, comme on est. Et c'est aussi dire à un coaché, bah, là, vous m'amenez un sujet qui résonne fort en moi. En tout cas, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais s'autoriser à dire, vous savez, ce sujet-là, voilà, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré aussi, aussi moi-même. Et voilà, manipuler cette matière vivante qui est notre propre nous, notre propre intériorité, en faire quelque chose. Et c'est là que se situe vraiment l'authenticité du cœur. Mm.
Et en tout cas, moi, c'est ma manière d'être. Elle parlera à certains, moins à d'autres. Tout est OK. Voilà. Mais c'est comme ça que je suis, moi. C'est Et comme c'est ce ça qui que... Ouais. me semble sonner le plus juste. Hmm. Et en tout cas, pour produire aussi le plus de résultats, parce on peut parler de la poésie des pratiques narratives, on peut parler de la joie, etc., de tout ça, c'est capital. Mais il y a des objectifs de coaching. Et on est là aussi pour permettre de développer une forme de performance et d'exigence et qui est du mieux qui se voit à la fin au travers de ces objectifs. Et moi, c'est ma manière et c'est celle que j'ai trouvée en tout cas la plus efficace pour permettre aux personnes que j'accompagne de gagner en efficacité. Ok, super. C'est hyper passionnant tout ça. Pour terminer, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Eh bien, non, rien de particulier. Je ne sais pas si c'est conventionnel de faire ça, mais comme tu t'apprêtes à démarrer un parcours de coaching, entrer en formation de coach, j'ai envie de dire là ce que je t'ai dit avant qu'on lance l'enregistrement, que je pense que tu vas être à ta bonne place avec cette curiosité de l'autre en permanence. Voilà, et on le voit, j'ai écouté tes autres podcasts à chaque fois, voilà, c'est une aventure et je te sens très, très en éveil, très en écoute de l'autre. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de partager tout ça avec nous dans cette exploration du coaching. Bien sûr, plein de belles choses pour toi, pour la suite, mais on voit que, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu as trouvé ton épanouissement et dans ce métier, ça se ressent beaucoup. Et donc, bah, voilà, forcément, pour moi qui vais bientôt me lancer dans cette belle aventure, bah, c'est hyper réjouissant et ça donne vraiment très envie d'y aller encore plus. Eh bien, écoute, avec plaisir, et merci pour cet échange profond et riche. Merci à toi, Florence. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Junko, rien de plus simple. Il vous suffit de noter un avis 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les actualités du podcast sur Instagram sur le compte junko.podcast. Un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.